Donc il suffit de faire un peu de recherche sur Internet, etc. Et on peut trouver beaucoup de choses. Ce que je voulais dire, d'une part, c'est que lorsqu'il y a quelque chose qui se produit, comme on a vu le 7 octobre, ça ne peut se faire que soit dans une... venant comment dire ça? Ça peut venir que soit quelque chose qui est d'origine étatique ou soutenu étatiquement. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde, dès qu'il y a quelque chose qui se produit, comme on vient de voir là, le 7 octobre, en Palestine, avec le Hamas, c'est quelque chose qui ne peut pas échapper à un contrôle étatique. Allô? Un contrôle étatique quel qu'il soit. Tout est sous contrôle aujourd'hui. Tout est sous contrôle. Là, vous m'entendez mieux? Voilà. Je vais prendre un raccourci, mais je vais vous prendre un exemple. À l'époque, dans les années 70, au moment où il y a eu la stratégie de tension qui avait été mise en place par l'Italie, vous vous rappelez, Aldo Moro qui avait été enlevé et qui avait été ensuite tué par les Brigades Rouges. Il y a un type qui s'appelle Franceschini, qui est celui en fait qui avait créé les Brigades Rouges. Il a écrit un bouquin que vous pouvez acheter à la FNAC qui s'appelle Les Brigades Rouges, où il explique qu'en réalité les Brigades Rouges avaient été infiltrées à la fois par le Parti communiste italien et infiltrées par l'État italien. Et il explique qu'en réalité, la mort d'Aldo Moro, il a été tué par l'État italien. C'est Franceschini qui le dit dans son livre, d'accord, Les Brigades Rouges. Et il dit aussi qu'on a été tellement roulé, il raconte dans son bouquin en disant on s'est fait tellement rouler dans la farine qu'un jour on a découvert qu'on avait tenu une réunion clandestine dans des locaux de l'OTAN. Dans des locaux de l'OTAN. Plus loin encore, au 19e siècle, on a eu en France un préfet de police sous Clémenceau, 1880, par là, qui s'appelait Louis Andrieux, qui, entre parenthèses, était le père biologique d'ailleurs de Louis Aragon, hein, le poète français qui était membre du Parti communiste, qui lui-même d'ailleurs n'a découvert qu'il était son vrai père naturel qu'à l'âge de 20 ans quand il a intégré l'armée. Donc Louis Andrieux, préfet de police à l'époque, va écrire ses mémoires. Donc ces deux livres, dont le tome 2 que vous pouvez acheter à la FNAC, qui s'intitule, je crois, Les souvenirs d'un préfet de police, où il dit qu'à l'époque il y avait beaucoup d'attentats terroristes à Paris, avec des mouvements anarchistes très développés, mais il les raconte dans son bouquin, mais il dit mais les réseaux terroristes, c'est nous qui les mettions en place, nous la police. Les attentats, c'était nous qui les mettions en place. On avait une grande figure anarchiste à l'époque qui s'appelait Louise Michel, dont son nom d'ailleurs a été donné à des lycées professionnels, etc. Louise Michel qui travaille dans un journal qui s'appelait Révolution Sociale, vous pouvez taper sur Internet Révolution Sociale, évidemment qu'il ne savait pas que ce journal, c'était Louis Andrieux qui l'avait créé, c'est lui qui le dit dans son livre. Il dit mais ce journal, c'est nous qui l'avions mis en place et qui l'avions financé. Et je peux vous assurer que par la suite, plus proche de nous, tout ce qui s'est passé, l'affaire Mera, tout ça, c'était sous contrôle. On vit une époque où tous les portables sont sous contrôle. Donc, ayez conscience que Mera, etc., ils étaient plus que sous contrôle. Ils étaient en pré-écoute même. On n'était pas seulement... Si tous les portables sont sous écoute, il faut savoir que des gens comme Mera, ils étaient en pré-écoute même de la police. Le meilleur ami de Koulibaly, rappelez-vous à l'époque de l'attaque du Cacher, là, il sortait avec une femme policier de services spéciaux français qui travaille là-bas à Rosny, là, au fort de Rosny. Il faut savoir que le fort de Rosny, il a une particularité, c'est que non seulement c'est une forteresse policière, mais à l'intérieur de cette forteresse policière, il y a une autre forteresse à l'intérieur, qui sont tous les services concentrés des services de renseignement français. Et cet ami de Koulibaly, il avait été borné au téléphone le jour même sur les lieux de l'attaque de Koulibaly. Quand les flics ont convoqué et interrogé cette femme policière, elle s'est exprimée en disant « mais moi je fais mon travail, c'est vrai, je porte le voile, parce que visiblement elle s'était convertie à l'islam, mais elle dit « mais je porte le voile, mais je fais mon travail ». Alors qu'à l'époque on laissait entendre que c'était la police qui infiltrait les mouvements islamistes. Que c'était les mouvements, les éléments islamistes, djihadistes qui infiltraient la police. Il faut lire à l'envers, d'accord? C'est la police qui a infiltré en fait le mouvement djihadiste. Voilà.
D'autant plus que le gars, à l'époque, il faisait l'objet d'une fiche, d'un avis de recherche de la police européenne. Comment ça s'appelait déjà Non, Paul, l'Interpol. Donc le type, en plus, l'ami de Koulibaly, faisait l'objet d'une avis de recherche par l'Interpol, notamment pour soupçon de trafic d'armes et de trafic de drogue. Et il rentrait dans le fort de Rony. Il rentrait dans le fort de Rony. Vous vous rendez compte? Voilà. Donc il y a plein d'exemples comme ça je pourrais continuer de donner. Donc la Palestine, c'est pareil. Ce qui s'est passé avec le Hamas. Alors maintenant, tout le monde le sait, hein, que le Hamas, effectivement, est financé notamment depuis 2017 par le Qatar. On est d'accord? Le Qatar, aujourd'hui, verse environ aux alentours de 30 millions de dollars par mois au Hamas. Mais il faut savoir que c'est là où ça devient intéressant, c'est que si le Qatar finance directement, en ligne directe, le Hamas, c'est parce que ça se fait en accord avec Israël. Sinon, le Qatar ne financerait pas le Hamas. C'est en accord avec Israël. Il faut comprendre que il y a eu un journal israélien, j'ai pas le nom en tête, qui est ressorti récemment hein, sur Internet, qui fait ressortir une intervention faite par le Premier ministre israélien, qui s'était exprimé devant son parti de Likoud à la Knesset, je crois que c'était en 2019, où il dit que le meilleur moyen pour pas qu'il y ait d'État palestinien, c'est de mettre en avant le Hamas et de financer le Hamas. Il faut lui donner de l'argent. Donc on a flingué le Fatah, on a flingué les accords d'Oslo pour mettre en avant et favoriser le Hamas. Alors, maintenant sur la question du Hamas, sur la question de Daesh, le Hezbollah, tout ce que vous voulez, tous les mouvements islamistes, il faut comprendre que tout le monde gigote autour de ça, autour de ces questions. Est-ce que c'est dangereux, c'est pas dangereux, est-ce que ça va péter dans nos banlieues, etc., etc. Mais il y a une ligne rouge, il y a une ligne sur le terrorisme que personne ne veut franchir, même si tout le monde le pense, que personne n'ose franchir, y compris dans les médias dits de la dissidence. C'est qu'aujourd'hui, tous les mouvements islamistes djihadistes sont une création de la CIA. C'est pas seulement Julian Assange qui le dit à partir de 2017, quand il révèle que Al-Qaïda et Daesh est une création de la CIA, des États-Unis. Mais vous avez quelqu'un d'autre qui s'appelle le général Desportes, général de division français, qui était en poste à Washington à une époque. Vous tapez ça sur votre portable, en 30 secondes, vous aurez toute la une de la presse de 2014, quand ce général Desportes français donc vient s'exprimer devant la commission de politique étrangère du Sénat pour dire Daesh, c'est la CIA. C'est ça qui est important, voilà. Et pourquoi c'est important ça? Je vous dis ça parce qu'à un moment donné, il faut revenir un petit peu en arrière, il faut comprendre, il faut accéder à ce qu'on appelle une conscience historique. Par exemple, vous prenez dans les années 50, 60, même jusque dans les années 70, l'islam n'existait plus au Proche-Orient, au Moyen-Orient. L'islam n'existait plus. À l'époque, si vous alliez voyager, si vous y alliez en Égypte, par exemple, il y avait peu de femmes qui portent le voile. Il n'y avait pas de femmes qui portent le voile en Égypte. Vous alliez à l'université du Caire, il n'y avait pas une étudiante égyptienne qui portait le voile. Si aujourd'hui vous retournez en Égypte, vous allez en voyage en Égypte, vous allez tout de suite vous rendre compte que vous allez avoir en face de vous 90 à 95% des femmes égyptiennes qui portent un voile aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? L'islam n'est pas revenu comme ça, comme par magie ou par prestidigitation. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est qu'à la suite de la nationalisation ce qui s'est passé à l'époque, si vous voulez, dans les années 60-70, jusqu'au début des années 80, il y avait un courant progrès. Allô? Oui? Non? Excusez-moi. Dans les années 50, 60, 70, il y avait un fort courant progressiste important
qui était de type socialiste et laïque, qui traversait tout le Proche-Orient et le Moyen-Orient. Et à partir des années 50, à la suite de la nationalisation par Nasser du canal de Suez, qu'est-ce qui s'est passé? Les Anglais sont partis et il y a eu quelque chose qui s'est produit, c'est que le MI5 et le MI6 anglais à l'époque s'est mis à financer les frères musulmans en Égypte. Parce qu'il fallait faire revenir l'islam. Il fallait en fait emmener la jeunesse du Proche-Orient pour les enfermer dans une impasse religieuse avec l'islam. C'est ça ce qui s'est passé, qui s'est passé à l'époque. Et c'est pareil pour Daesh, etc. Daesh, Al-Qaïda, ça a été financé par la CIA, notamment à la fin de la guerre d'Afghanistan. Alors pourquoi tout ça? Parce que non seulement il faut empêcher que les peuples, effectivement, de la région, effectivement, à un moment donné, s'engagent sur un terrain. Faut pas oublier que Nasser, à son époque, il se positionnait comme leader du monde non aligné, des pays non alignés. Ça a dérangé beaucoup de monde, ça. Ça a dérangé les États-Unis, bien évidemment, et l'Angleterre en particulier, et les États-Unis. Mais il faut empêcher les peuples, effectivement, de s'engager sur un terrain d'émancipation politique, notamment, alors qu'à l'époque, les gens, dans les années 50, 60, 70, ils étaient ou bassistes ou nasseristes. Alors, c'est-à-dire qu'il y avait une influence très grande du parti basse syrien ou irakien à l'époque, et de l'autre vous aviez où les gens ils étaient sous l'influence de Nasser, effectivement, qui apparaissait comme un grand leader, comme un leader politique du monde arabe, et donc des pays non alignés à l'époque, d'accord? Voilà. Et donc le but c'est aussi que tout ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient et au Moyen-Orient vienne se répercuter en Europe. Il faut que ça vienne se répercuter en Europe parce que les États-Unis veulent effectivement voir l'Europe se détruire. On a mis en place le chaos monétaire, on a mis en place le chaos bancaire, on a mis en place le chaos industriel en Europe. Mais le tout, la cerise sur le gâteau, c'est le chaos migratoire, mais c'est aussi le fait que, à travers ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, comme ça vient d'arriver le 7 octobre, il faut que les gens se tapent dessus en Europe aussi. Parce que c'est en Europe actuellement qu'il se dégage un mouvement, quelque chose de très fort en Europe, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et donc il faut que le français de souche, il aille taper sur l'immigré, sur le français qui est d'origine immigrée. Il faut qu'à l'inverse, le français qui est d'origine immigrée, il en ait marre et que lui-même aussi il tape sur le français de souche. Vous voyez les répercussions, l'impact, ce qui est recherché aujourd'hui est multiple aujourd'hui pour arriver à ça. Donc voilà, il n'y a aucun camp qui est bon. L'État par lui-même est une horreur. Je veux dire, l'État, c'est une machine infernale qui vise en fait à détruire les individus, qui vise en fait à comment dire ça, à s'attaquer au prolétariat, mais au profit des classes capitalistes. Nous avons aujourd'hui, au sommet de tous les États dans le monde, des classes capitalistes qui ne sont rien d'autre que des gangs marchands. Des gangs marchands dans le cadre d'un mondialisme de la marchandise. Donc, on n'a que ça avec des classes capitalistes qui dirigent et qui aujourd'hui sont prêtes à mettre tous les moyens en œuvre pour pouvoir reproduire les conditions de la reproduction des privilèges de leur statut social de classe dirigeante. Voilà où on est aujourd'hui. Donc, encore une fois, il me semblait intéressant, même si tout le monde le pense, mais il faut le dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une ligne rouge sur la question du terrorisme que personne ne veut franchir, qui est celle qu'aujourd'hui, tout ce qui relève du djihadisme islamiste et du terrorisme, c'est de la création de la CIA. Voilà, c'est de la création de la CIA. J'ai peut-être oublié autre chose, mais enfin, voilà l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci de votre attention.